Bonjour, bienvenue sur la page Facebook Live de l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Moi, c'est Dr Ndiaye et je suis ravie de modérer cette session aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour une discussion en ligne avec le directeur de CDC au Sénégal, Dr Passy, sur la collaboration entre le Sénégal et les États-Unis contre la lutte contre le COVID-19. Nous discuterons de la prise en charge de la riposte et de la collaboration entre le Sénégal et les États-Unis. Docteur Passy, je vous laisse le soin de vous présenter. Merci beaucoup. Je m'appelle Dr Aubert Passy. Je suis bien entendu, comme dit à l'introduction, je suis le directeur du bureau CDC pour le Sénégal et la Guinée-Bissau. CDC, c'est le Centers for Disease Control and Prevention, qui est en fait un centre de contrôle des maladies, qui est une agence du gouvernement des États-Unis et faisant donc partie du ministère de la Santé des États-Unis. Je suis médecin de formation, j'ai fait de l'épidémiologie et j'ai fait de l'épidémiologie des maladies infectieuses. Et j'ai passé près de 3 années dans le COUS du CDC à Atlanta, donc un peu plus d'expérience là-bas. Dans ma carrière en santé publique, j'ai travaillé dans plus de 44 pays. Entre 2005 et 2007, le CDC m'avait détaché et j'étais conseiller au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique et j'étais basé à Harare au Zimbabwe. Voilà pour ma présentation. Merci, Dr Passy, pour cette présentation. Nous avons reçu des questions des internautes et je vais commencer par la première question. D'où est venu le virus? Ça, c'est une très, très bonne question. L'origine du virus, on ne s'en rend vraiment pas compte quand on dit coronavirus de ce qu'on est en train de dire. Parce que coronavirus, c'est un virus que vous et moi, nous avons déjà contracté. Mais coronavirus, c'est une famille qui est très, très, très large. Et donc, parmi les causes de la grippe régulière que nous attrapons ici, il y a des coronavirus. Et les coronavirus créent des maladies dans la population, mais aussi chez les animaux. Et de temps en temps, une souche animale traverse et cause des maladies et cause des épidémies chez les êtres humains. Ça a toujours une tendance à être une pandémie parce que quand ce virus traverse, les êtres humains ne l'ont jamais rencontré et donc n'ont pas de défense immunitaire et donc ça va facilement attraper tout le monde jusqu'à ce qu'un virus un vaccin soit trouvé. Les cas clairs que nous avons déjà eus, nous avions eu SARS, vous avez entendu, le syndrome respiratoire aigu qu'il y a eu en Asie, ça a commencé en Chine, et nous avons eu MERS, qui est aussi un syndrome aigu qui, lui, avait commencé au Moyen-Orient. Et maintenant, nous avons COVID. Donc, COVID a été détecté en Chine, à Wuhan, dans la ville de Wuhan, en Chine. Et donc, nous pensons que c'est une transmission qui s'est passée chez les animaux, mais qui a transité par une chauve-souris et est passé par le pangolin. Et c'est de là que le virus est entré en circulation humaine. Et comme l'être humain ne le connaissait pas et que l'être humain n'a pas d'immunité, ça a été facile pour que le virus se répande tranquillement sans protection et sans défense pour l'être humain. Merci, Dr Passy, pour ces précisions. Nous avons reçu aussi une autre question d'un internaute qui demande quel type d'assistance les États-Unis ont-ils donné au Sénégal pour la lutte contre la COVID-19? Ça, c'est une très, très bonne question. Je la reçois à toutes les fois que je parle, bien entendu. L'aide des États-Unis au Sénégal contre COVID, c'est une aide qui a commencé il y a 5 ans. Et les gens oublient cela aussi. Mon bureau, le CDC, n'existait pas au Sénégal. Ce bureau a été ouvert il y a 5 ans et cela a été ouvert dans le contexte de ce que nous appelons l'initiative mondiale pour protection sanitaire. Et cette initiative mondiale, c'était justement pour préparer les pays à répondre à des pandémies comme celle-ci.
nous avons en 2005 signé ce que nous appelons le règlement sanitaire international qui préparait le monde entier à dire, écoutez, il va y arriver une grande pandémie et on doit se préparer, on ne sait pas d'où ça va venir avec tout ce que nous faisons dans la déforestation. Nous entrons dans des lieux que nous n'avons jamais visités et donc il y a tout ce danger, il faut bien se préparer. C'est comme ça que le règlement sanitaire international a été mis sur pied. Mais quand l'épidémie d'Ebola a frappé l'Afrique de l'Ouest, on s'est rendu compte que, bien entendu, moins d'un quart de la population terrestre a été préparée à répondre à une bonne épidémie. D'où a été créée l'initiative mondiale pour la protection sanitaire. Et cette initiative a fait que les États-Unis ont choisi 17 pays qui devraient recevoir directement de l'aide d'État en État des États-Unis pour commencer ces préparations. Pour commencer ces préparations à prévenir, détecter et répondre aux épidémies comme celle-ci. Et d'ailleurs, quand vous regardez certains des scénarios auxquels nous nous préparions, ça ressemble à COVID. Et donc, l'aide commence là-bas. Et donc, nous avons aidé avec notre agence sœur DITRA dans la construction du COUS. Vous voyez, aujourd'hui, tout se passe au COUS. C'est nous qui l'avons construit. Et quand vous allez au COUS, vous allez voir des jeunes gens qui sont en train de travailler, dans nos collègues qui travaillent dans les urgences. La majorité d'entre eux, ce sont des gens qui ont passé 5-6 mois de formation au CDC à Atlanta dans nos services pour apprendre comment essayer de faire cela. Vous allez vous rendre compte que le laboratoire aussi, il faut donner beaucoup de crédit à l'Institut Pasteur parce qu'ils ont commencé à tester très, très vite. Mais l'Institut Pasteur, le Laboratoire national de santé publique, certains laboratoires comme l'IRSEF et tout ça, sont nos partenaires avec qui nous travaillons depuis 5 ans déjà, et avec l'Institut Pasteur depuis bien plus longtemps. Et donc, nous avions la facilité justement d'entrer en mouvement pour avoir les tests. Et nous avons ici aussi un cours d'épidémiologie de terrain où nous formons les collègues qui sont déjà au niveau du ministère, ils ne sont plus des élèves ou des étudiants. Ils sont déjà engagés, mais sur le terrain, nous les formons pour faire les investigations. Et ce sont eux qui sont au front aujourd'hui en train de faire les investigations pour retrouver les malades, pour faire le suivi de contacts, etc. Donc l'aide, je ne voudrais pas le compter en dollars, mais je compte déjà cette capacité que vous voyez à répondre, à être prête à répondre et à être capable en fait, prendre les mesures qui nous protégeront pour l'avenir. Merci, Dr. Maxime, Dr. Passy. Une autre question aussi, c'est par rapport au traitement. Il y a un internaute qui a posé la question, pourquoi la formule, le traitement à l'hydroxychloroquine qui fonctionne bien au Sénégal n'est-elle pas utilisée aux États-Unis? On pouvait aussi s'y attendre. Hein. Bon, le traitement à l'hydroxychloroquine, c'est bien entendu un traitement, comme vous le savez, en essai. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a toute une, comment dirais-je, toute une série d'étapes qu'un médicament doit passer avant qu'il ne soit utilisé. Et donc, quand nous avons une idée claire d'abord, ce n'est pas toxique, 2, que ça marche. Et en ce moment-là, on fait beaucoup d'essais jusqu'à ce que ces essais-là soient concluants pour que le médicament soit sur le marché. Et donc, l'hydroxychloroquine avait, comment dirais-je, donné beaucoup d'espoir parce que, évidemment, comme je vous l'avais dit, coronavirus, ce n'est pas le premier. Il y en a déjà avant. C'est-à-dire que l'hydroxychloroquine, certaines personnes l'avaient déjà essayé dans les autres coronavirus et donc savaient qu'il y avait un peu d'espoir. Mais jusque-là, nous n'avons aucune étude qui nous garantit que l'hydroxychloroquine va marcher correctement.
ce qui est venu encore compliquer la chose, c'est le fait qu'une étude chez nous est rentrée pour revoir les cas qui étaient déjà hospitalisés, qui sont déjà sortis ou qui sont décédés, etc., pas des patients qui sont sur le terrain et sur lesquels l'hydroxychloroquine avait été utilisée et les a comparés avec ceux qui n'avaient pas comparé. Ils ont trouvé que la plupart du temps, peut-être que ça n'a pas changé beaucoup de choses, mais surtout, ils ont trouvé qu'il y avait un risque d'effets secondaires cardiaques qui aurait tué des gens, et donc que ce risque-là était plus élevé dans l'arme qui avait utilisé l'hydroxychloroquine. L'autre chose, et donc là, en ce moment-là, les États-Unis ne vont pas l'utiliser jusqu'à ce qu'il y ait des études qui le prouvent. Mais aussi, d'autre part, il faut savoir que la majorité des patients COVID n'auront pas de symptômes, n'auront même pas besoin d'un traitement. Pour ce qui nous concerne le Sénégal, quand vous regardez, nous sommes en train de regarder autour de 85% de nos patients sont complètement sans symptômes. Ils n'ont pas de fièvre, ils ne toussent pas, etc., etc. Dans ces conditions où la majorité n'a pas de symptômes, ou alors que la majorité aussi sera traitée sans avoir besoin même de traitement, prouver qu'un traitement a un effet curatif est très, très difficile statistiquement parlant. Et donc, cela continue à mettre les États-Unis dans la situation où nous devons attendre qu'il y ait une étude double aveugle qui nous permettent, randomisés en clinique, qui nous permet de conclure que l'hydroxychloroquine marche pour le COVID et on pourra l'utiliser. C'est long, mais je m'excuse, j'espère que Non, c'est très intéressant, Dr Passy. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, j'enchaîne avec une autre question d'un internaute. Pourquoi y a-t-il une différence aussi importante dans la riposte à la pandémie au Sénégal et aux États-Unis? C'est aussi une très, très bonne question parce que, bon, bien entendu, nous ne sommes pas nés égaux, bien malheureusement. Ça dépendra de beaucoup de choses. Donc, la pandémie, on ne va pas y répondre de la exacte même manière d'un pays à l'autre. Et donc, les différences que nous voyons sont des différences qui sont liées à l'état d'avant, l'état de préparation, les influences locales et les idées de comment est-ce qu'on peut répondre à cela, à ceci ou à cela. Donc, je pense que c'est un peu à ce niveau-là que la différence vient. Bien entendu, aussi, nous partons de deux pays qui sont complètement différents du point de vue des ressources, du point de vue du système sanitaire qui est installé, du point de vue des assurances. C'est vraiment toute une myriade de faits qui vont faire que la réponse ne sera jamais identique d'un pays à l'autre. Mais si vous avez des questions, si notre internaute a des spécifications pour dire exactement à tel endroit pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence, peut-être on peut en parler, mais en général, c'est vraiment des différences qui sont liées à la particularité du pays. Et même quand nous venons pour donner appui technique, nous ne pouvons pas dire vous devez faire ceci, parce que ce qui marche là-bas peut ne pas marcher ici. C'est qu'on dit voici ce que nous faisons là-bas, et notre contrepartie nationale qui est ici, qui connaît le problème, qui connaît la situation du pays, va dire, pour que cela marche ici, voici comment on doit l'implémenter. Ou alors il va dire, non, ça ne peut pas marcher, est-ce qu'on peut trouver une version différente? Donc, ça dépend vraiment de chaque pays. Merci, Dr Passy. Une autre question de Cher Ante qui demande, pensez-vous qu'avec l'ascension de plus en plus fulgurante de la COVID-19 au Sénégal, on pourrait avoir le même nombre de décès qu'en Europe et aux États-Unis? Et si oui, que préconisez-vous pour y donner un frein? Ça, c'est une question très, très difficile à répondre, mais on va y répondre. Il faut savoir que le corps humain va réagir à l'introduction d'un corps étranger comme un virus
dépendant de sa capacité à lui-même à réagir. Il existe déjà dans la nature certains autres corps humains que nous avons ingurgités qui pourraient avoir ce qu'on peut appeler comment dirais-je, une coprotection. C'est-à-dire que ce sont des anticorps qui vous ont protégé pour une chose et qui pourraient avoir quelques effets sur le nouvel agent. Et donc, ça va dépendre vraiment des individus. Mais vous avez aussi vu que COVID tue beaucoup plus les âges extrêmes, les vieillards et les enfants, les nouveau-nés, mais aussi à une catégorie au milieu qui est celle des gens qui ont des comorbidités, qui ont une autre condition, comment dirais-je, de maladie qui favorise justement le développement vers une fin tragique et donc vers la mort. Et donc, tous ces facteurs-là jouent dans quel sera comment dirais-je, l'aboutissement final d'un malade qui est atteint par le COVID. Le nombre de cas, maintenant je voudrais revenir au nombre de cas, le nombre de cas va continuer à monter. Et je vous avais dit que pendant une pandémie, ce germe se retrouve dans une population qui est complètement, comme nous disons en immunologie, vierge d'immunologie, donc qui n'ont aucune défense et donc va continuer à se répandre. Donc, ça, c'est quelque chose à laquelle il faut s'y attendre. Ce qui est bon, c'est que ça ne tue pas autant, mais il faut dire que ça va continuer et plus nous avons de cas, plus nous augmentons la possibilité de ces cas-là à rencontrer ces populations vulnérables dont je parlais, ces populations à risque, et donc augmenter le nombre de morts. Bien malheureusement, c'est cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, justement, ce sont les stratégies. Et les stratégies pour une pandémie, au départ, c'est quoi? Au départ, c'est vous travaillez dur pour que la courbe, pour que le nombre de cas ne dépasse pas la capacité du système médical à réagir. Et ça, si vous vous rendez compte, nous avons déjà dépassé ce niveau-là parce que maintenant, nous avons commencé à réquisitionner des hôtels, nous avions commencé à réquisitionner ceci, et donc notre système médical, tout en préservant comment dirais-je, la fonction des autres pour les autres maladies. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que COVID, les autres maladies continuent à exister. Et donc, du point de vue de ce que nous pouvions garder à côté pour répondre au COVID, nous avions été dépassés. Maintenant, quand nous arrivons à ce niveau-là, nous arrivons à un niveau où des endroits sont des grandes transmissions. Ça, c'est ce que nous avons à Dakar, c'est ce que nous avons à Thiès, c'est ce que nous avons à Diourbel. Et donc, dans ces coins-là, ce qu'il faut faire, c'est dans les stratégies, c'est vraiment faire des tests, essayer d'identifier le plus possible de positifs et les supplier à s'écarter de la circulation pour essayer de réduire un tout petit peu la chance que ces positifs-là vont entrer en contact avec les populations à risque et donc minimiser un tout petit peu les morts. Voilà, ça c'est la stratégie qui est utilisée partout. Vous avez entendu qu'au niveau quand New York était vraiment à feu à sang, tout le monde à la télévision, c'était on n'a pas suffisamment de tests, on n'a pas suffisamment de tests. C'est parce qu'en cette époque-là, c'est ça qu'il faut faire, tester et réduire le nombre de positifs pour réduire les chances à ce qu'ils rencontrent les vulnérables qui, eux, ont beaucoup plus tendance à évoluer vers la mort. Merci, Dr Passy. Donc, j'enchaîne avec une autre question. Pendant combien de temps devrons-nous nous inquiéter de la pandémie? Ça, c'est une très, très bonne question aussi, parce que en cas de pandémie, c'est cela justement. C'est essayer de voir, essayer de faire des prédictions dans les modèles, parce que nous n'avons rien d'autre.
dès le départ, vous regardez, selon le modèle, nous avons ce qu'on appelle le taux de reproductivité du virus. Et par exemple, nous disons que s'il a été établi dès le départ, à partir de la Chine, que le taux de reproductivité pour notre virus, pour COVID, c'est de 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'un cas va infecter 3 personnes dans les 5 jours qui suivent. Et donc, à partir de 5 jours suivants, ces 3 cas-là, ou maintenant il y en a 4, ces 4 cas-là vont infecter chacun 3. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, c'est pour cela qu'on avait, c'est la panique, c'est de là que vient la panique. Parce que le nombre avec ça serait exponentiel. Et quand les nombres augmentent comme ça, donc vous avez aussi tout le potentiel des décès dont nous avons parlé. Maintenant, il y a une étude qui vient de sortir qui nous dit qu'en Indonésie, ils se sont rendus compte que les asymptomatiques, heureusement peut-être, ne transmettent pas aussi facilement que nous ne le pensions avant. Ce qui veut dire que des 3 qui vont naître d'un cas, seulement ceux qui vont commencer à tousser ou qui ont de la fièvre auront la plus grande chance de transmettre à leurs 3. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle et c'est peut-être ce qui explique le fait que nous n'avons pas vu le grand boom qu'on attendait. Mais le nombre continue à augmenter comme on le dit. Au mois de mars, quand l'épidémie a commencé, évidemment, pour moi, c'est mon terrain. Je dis toujours aux gens, en médecine, j'ai peut-être oublié à faire des prescriptions parce que ça fait longtemps que je ne fais plus de la clinique, mais comment un virus va se comporter dans une population, ça, je peux en parler les yeux fermés. Donc, en mars, quand on a commencé, on a eu le premier cas, j'ai dit aux gens que nous allions probablement être ici en train de combattre le virus jusqu'au mois de juin. Et au mois de juin, on pourra espérer avoir atteint le sommet et que peut-être au moins deuxième partie du mois de juin, juillet, par là, nous allons voir la descente. Les gens ont réagi comme si j'étais fou. Ce n'est pas possible. On ne va pas attendre aussi longtemps. Mais voilà, nous y sommes et nous sommes en train de travailler dessus. Je sais que quelqu'un va me poser une question parce que je sais que nous avons évolué beaucoup avec les mesures d'assouplissement des mesures. Je crois que maintenant, ce qui est en train de se passer pour nous, c'est le fait qu'avec le relâchement un tout petit peu des mesures, avec déjà le nombre de cas des gens qui n'obéissaient pas, parce que c'est très, très difficile d'obéir. En santé publique, nous avons l'habitude de dire aux gens, lavez vos mains. Mais si l'eau est à 2 km, on ne peut pas se laver toutes les 5 minutes. Et donc, ce sont des mesures qui sont très, très difficiles. C'est un changement de comportement. Donc, avec le manque justement de ce groupe qui n'adhère pas nécessairement, et ça, j'appelle à tout le monde justement d'adhérer à ces mesures parce que c'est notre seule chance pour que nous réduisions les dégâts. Nous sommes en train de faire un plateau qui va vraiment étirer la maladie. La maladie va continuer à se propager. Notre espoir dans ces conditions-là, c'est qu'un vaccin soit trouvé très vite. Tout le monde se dit qu'on est peut-être à 1 an d'un bon vaccin qui marche, si pas moins. Il y a une compagnie qui a parlé de la fin de l'année. Mais donc, nous devons savoir que le COVID est ici pour longtemps, mais cela ne va pas nous mettre dans des conditions restrictives dans lesquelles nous avions vécu. Pour le moment, nous allons probablement aller vers un allègement encore plus et nous allons commencer une vie avec COVID dans nos milieux. Merci, Dr Passy. J'ai une autre question de Lima qui parle de l'évolution du virus en Afrique qui est très lente. Vous pensez que c'est dû à quoi? Est-ce que je dirais que l'évolution du virus est lente en Afrique? Peut-être pas. Parce que moi, je dirais plutôt que l'évolution est en train de se faire exactement comme partout ailleurs, mais qu'en Afrique, on fait moins de tests. Si vous prenez le nombre de tests
per capita, et vous les mettez égal à tous les pays, vous allez vous rendre compte que nous avons bien plus de cas que nous ne le pensons aujourd'hui. Aujourd'hui, le pays qui teste le plus, c'est l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a plus de 42 000 cas. Et l'Afrique du Sud, jusque-là, n'a pas encore atteint 5% de sa population. Tenez-vous bien, de tous les tests que nous avons faits jusqu'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas encore atteint 1% de sa population. Et donc, il suffit que le nombre de tests s'accroît, vous verrez que la vitesse de propagation est la même partout. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, j'enchaîne avec une question relative au vaccin. Un internaute qui pose la question, si un vaccin est développé dans un autre pays, l'Afrique sera-t-elle la dernière à le recevoir? Je ne pense pas. Ce n'est pas une question de préférence et ce ne sera probablement pas une question de qui doit l'avoir en premier. Comme vous savez, du point de vue de la vaccination, il y a une grande composante d'équité. Moi-même, dans tout le travail que j'ai fait avec le bureau régional de l'OMS, c'était dans le contexte justement de la vaccination. Et il existe Gavi, qui est une alliance pour la vaccination et l'immunisation, qui essaye de faire de telle sorte qu'il y ait équité dans le monde et que le vaccin soit disponible de la même façon, si vous voulez, ici. S'il y a peut-être un retard à cause du transport, à cause du fait que les aéroports ont été fermés, à cause de ceci et de cela, ça, c'est autre chose. Parce que, bien entendu, là où c'est produit, ils peuvent l'avoir le lendemain matin, alors que l'Afrique doit attendre que ça soit transporté, etc., etc. Mais je ne pense pas que ce serait un problème de qui va l'avoir en premier. Parce que quand même, de ce côté-là, le monde a fait un grand progrès avec des grands donateurs, des grands philanthropes qui font de telle sorte qu'il y ait équité quand même en matière de vaccination. Merci, Dr. Passy. Nous restons toujours dans la vaccination avec une autre question qui demande comment les vaccins sont-ils développés contre un nouveau virus comme la COVID-19? Ah, ça c'est une très bonne question. Et je dirais d'abord que nous sommes, comment dirais-je, nous avons beaucoup de chance parce que nous vivons à un moment d'un développement de la technologie qui est très poussé. Je dois vous dire que pour les autres coronavirus que nous avons vus et pour les autres maladies pour lesquelles on a développé des vaccins, on n'a jamais eu la matière première, c'est-à-dire la cible sur le virus contre lequel on va diriger les anticorps. On n'a jamais eu cette matière première avec une vitesse aussi grande. Donc, là, on est vraiment des étapes et des étapes en avance. Ce qui se passe généralement, c'est toute une étude qui passe pour détecter la cible sur le virus. Pour ce qui nous concerne ici, ça peut être dans le cycle de reproduction du virus. Et donc, une partie est bien ciblée. Et pour que ça soit ciblé, il y a beaucoup de conditions, par exemple. Vous ne pouvez pas prendre une partie qui a aussi la capacité de varier. Parce qu'avant que votre vaccin ne soit disponible, les mutations se sont faites, la partie varie et votre vaccin n'est plus efficace. Et d'ailleurs, en passant, c'est ça la difficulté que nous avons jusque-là pour faire le vaccin contre la malaria, parce que la malaria, les antigènes changent beaucoup sur la surface et c'est très difficile de les cibler. Et donc, quand cela est fait, maintenant, il faut essayer de trouver des techniques pour stabiliser et pour trouver quel est le transporteur qui va transporter ce vaccin de telle sorte qu'il n'est pas lui-même détruit.
Ça dépend aussi de la voie de l'administration, etc., etc. Il y a beaucoup de travail qui se fait. Mais c'est la vaccination. Nous n'allons pas, pour essayer de montrer son efficacité, nous n'allons pas infecter des gens et puis montrer l'efficacité. Non. Donc, il y a toute une autre étude qui doit être faite pour aller chercher à voir que si on donne à quelqu'un, ou d'abord des animaux de laboratoire et un petit nombre de gens, est-ce qu'ils vont développer les anticorps spécifiques à ces virus tels que nous le cherchons pour que ce soit un bon vaccin. Mais alors, après ça, il faut voir, est-ce qu'il protège, à quel niveau il protège. Pour qu'un vaccin soit appelé un bon vaccin, il doit protéger à au moins 80%. Mais dans des conditions difficiles comme celle-ci, on essaye d'accepter un certain nombre et on détermine. Il y a déjà un vaccin qui ne qualifie pas toujours bien comme un bon vaccin pour la vaccination, mais nous l'utilisons parce que de l'autre côté, les effets néfastes sont terribles, c'est le vaccin contre le choléra. Donc, le vaccin contre le choléra nous protège peut-être qu'autour de 60 à 70%. Et donc. Mais pour revenir, c'est pour vous dire que ce sont des étapes et des étapes qui prennent. Et bien entendu, au début, ça a été clair qu'on doit trouver que ce n'est pas toxique et que ça fasse le travail, c'est-à-dire produire les anticorps et qu'en plus, quand on l'administre, ça sera toujours stable et capable de faire ceci et que ça va protéger un certain nombre de gens. Donc, c'est beaucoup d'étapes avant que le vaccin ne vienne sur le marché. Merci, Dr. Passy. Une autre question, toujours relative au traitement. Que pensez-vous du possible apport des médecines non conventionnelles? Parce qu'on a entendu beaucoup parler des approches thérapeutiques dans certains pays, comme le Madagascar. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dois peut-être dire tout de suite que ce n'est pas mon terrain de prédilection, comme vous pouvez bien le remarquer. Mais il faut parler en général du fait qu'il faut d'abord commencer par comprendre comment est-ce que le virus cause la maladie. Le virus est ce que nous appelons un parasite par excellence. Un parasite, comme vous le savez, c'est celui qui vit aux dépens d'un autre être. Un parasite est incapable de faire ses fonctions. Il vit aux dépens de l'autre qui fait ses fonctions. Quelles sont ses fonctions? Fonction de reproduction, fonction de ceci, fonction de respirer, fonction de se nourrir, fonction de tout cela. Le virus par excellence n'est qu'une particule qui ne peut pas se reproduire, qui n'a rien d'autre, c'est de l'acide nucléique avec une petite enveloppe. Donc, qui n'a vraiment rien et donc qui ne peut vivre qu'en entrant dans la cellule et la cellule normale va faire le travail pour lui. Ce qui fait que vous n'allez pas envoyer un traitement qui va circuler dans le sang et qui va retrouver le virus. Donc, le traitement que vous trouvez devra entrer dans la cellule et si, en entrant dans la cellule, détruit la cellule, c'est un traitement qui sera toxique à l'être humain. Donc, en fait, nous n'avons pas un traitement curatif contre les virus. Tout ce que nous faisons pour les virus, c'est essayer de donner au corps humain la capacité de se battre seul. Et c'est ça que nous appelons les vaccins et d'autres choses. Donc, si ces traitements-là, ce sont des traitements qui vont peut-être aider dans la symptomatologie et ceci, c'est tant mieux. Mais parler d'un traitement curatif, je n'en connais pas. Voilà. Merci, Dr. Passy, pour cette précision. Vous l'avez déjà abordé par rapport aux mesures de restriction, mais il y a un internaute qui a posé la question. Il demande, maintenant que le Sénégal a assoupli certaines restrictions de voyage, comment cela va-t-il impacter la capacité du gouvernement à garantir un bon traçage et endiguement de cette épidémie? Ça, c'est une très bonne question. Je dois signaler qu'il n'y a pas que le gouvernement du Sénégal qui a allégé les mesures. Beaucoup de gouvernements l'ont fait. Et en le faisant, je pense, encore là, je suis peut-être en train d'aller sur un terrain qui n'est pas le mien, mais je crois qu'il a eu à peser
les pour et les contre d'un côté, le côté santé publique, mais aussi de l'autre côté, tout le reste, comment dirais-je, l'économie, la politique, le ceci et cela, qui pèsent dans la vie et qui peuvent impacter négativement sur la vie des citoyens. Et donc, ces mesures d'apaisement sont des mesures qui, pour moi, le pays sait très bien qu'est-ce que cela va faire du point de vue de relâchement, du point de vue, au point de vue de l'épidémie. Et donc, quand un pays prend une décision dans cette direction-là, le pays prend aussi les mesures d'accompagnement qui pourront faire de telle sorte qu'on minimise justement l'impact négatif de la maladie sur sa population. Je vous ai parlé des stratégies qui sont différentes pour essayer de minimiser le nombre de décès, etc., etc. Et donc, ça, ce sont des décisions qui sont prises au niveau le plus élevé en regardant non seulement la santé publique, mais en regardant tous les autres facteurs. Et donc, aussi, j'ose croire, avec des idées claires sur quelles sont les mesures pour faire une certaine mitigation, pour réduire l'impact négatif à sa population. Merci, Dr. Passy. Et l'autre question, c'est par rapport aux mesures de restriction aux États-Unis. Un internaute qui demande, nous avons remarqué que beaucoup de villes américaines procèdent au déconfinement. Cela a-t-il provoqué une hausse des cas de COVID-19 aux États-Unis? Il nous reste encore à voir cela. Qu'est-ce que ces mesures vont faire? Et même ici au Sénégal, il nous reste à voir. Parce que du point de vue de l'épidémiologie, nous avons encore peur non seulement de prolongation de l'épidémie elle-même, mais nous avons aussi peur qu'après que ce soit complètement descendu, qu'il y ait des rebonds, ce qui sera possible à voir. Et donc, c'est pour cela que j'insiste sur le fait que même si il y a eu cet aisement de mesures, nous devons continuer à nous laver les mains, nous devons continuer à ne pas serrer la main, nous devons continuer à garder un masque pour protéger les autres. Notez que le masque en habit que nous mettons, c'est notre façon à nous de dire à qui que nous parlons, je vous protège, et la personne qui nous parle a aussi ce masque qui nous protège, parce que le masque en habit que nous mettons ne nous protège pas nous-mêmes, ça protège l'autre. Et donc, continuer à faire le plus possible, rester à une certaine distance comme prescrit pour essayer de minimiser justement la transmission. Et donc, ça, c'est très, très important. Il faut que la population comprenne cela. Ça va de notre propre santé et c'est nous qui allons maintenant décider est-ce que ça se prolonge, est-ce que ça s'arrête ou alors est-ce que nous protégeons nos populations à risque en diminuant le nombre de positifs qui entreront en contact avec eux. Merci, Dr. Passy, pour cette réponse. C'était la dernière question. Nous vous remercions par rapport à votre disponibilité et les précisions apportées aux questions posées. Et nous remercions aussi les gens qui nous ont suivis. Donc, je vous retourne la parole pour des recommandations. Merci beaucoup. C'était pour moi un plaisir et un privilège, justement, d'être capable de répondre à ces questions. Nous sommes toujours disponibles. La page va probablement rester ouverte et nous allons vous répondre à toutes les questions que vous avez. N'hésitez pas à envoyer les questions, nous allons y répondre. Et surtout, après avoir entendu ceci, vous devenez justement les messagers dans vos quartiers, dans nos communautés pour dire à tout le monde de continuer à protéger nos populations vulnérables, de continuer les mesures qui sont en vigueur. Ce n'est pas de la blague, vous l'avez remarqué. Vous avez aussi vu comment le nombre de décès est en train de monter. Et donc, ce n'est plus une histoire de théorie, c'est une histoire vraie, nous la vivons aujourd'hui. Je vous encourage justement à prendre les mesures qu'il faut, mais surtout, lavez vos mains, éternuez dans votre coude, mettez un masque et soyez le porteur du message à toutes nos communautés pour un Sénégal sain. Je vous remercie. Merci, Dr. Passy. Merci à tout le monde.